C'est bon. 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Tu commences ou pas? Ah oui, moi je vais bien commencer, mais je sais pas, Denis avait peut-être, je sais pas ce qu'il avait prévu. Bon, eh ben, oui, on sait pas. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous, je répète. Donc Denis m'avait parlé qu'il organisait une succession de conférences sur les révolutions. Et puis bon, le sujet m'intéresse et je me suis dit que les révolutions agricoles pouvaient être un sujet en soi. D'abord parce que au cœur de nombre de mouvements sociaux, les questions alimentaires et agricoles sont présentes. Notamment la dernière fois où de façon massive les questions alimentaires sont arrivées sur la place publique, c'est 2008, les émeutes de la faim qu'il y a eu au moment de la flambée des prix alimentaires. La dernière flambée des prix alimentaires, depuis ça s'est écroulé, rassurez-vous. Donc ça c'est juste pour illustrer de façon récente que les questions alimentaires n'ont pas disparu de la préoccupation dans beaucoup de sociétés. Et puis parce que derrière ce vocable révolution agricole, révolution verte, il y a aussi des modifications techniques, des bouleversements de systèmes de production qui eux aussi ont été mis en avant, puis contestés, on y reviendra. Et donc, je voudrais revenir en plusieurs temps. D'abord sur cette histoire parmi les plus anciennes qu'est l'histoire de l'agriculture, qu'on peut dater environ à 12 000 ans, hein, la fin de la dernière glaciation. Et puis diverses étapes marquantes. Alors la première étape qui est quand même un peu longue. Voilà. Ah ben je sais pas, moi, vous n'êtes pas mis d'accord. On me dit de commencer. Ah ben tiens, c'est Tonio. Si tu peux le poser sur le support, tu peux. Non, il est cassé le support. Vas-y. Il y a 2 mots à dire avant. Vous avez donc le programme qui est distribué là, tous ceux qui n'ont pas pris qui est entré. Donc la prochaine conférence, c'est Marie-Pierre qui l'a fait le 13 janvier sur le travail comme question philosophique. Et puis un deuxième problème, c'est pour ça que j'ai mon chapeau, c'est que comme vous le savez, nous payons maintenant un vigile qui nous coûte 117 € de la séance. Et par conséquent, on fait la quête. Comme à la messe. Comme il en fait comme à la messe. Donc je fais passer mon Quel chapeau. métier. Voilà. Bon, je te laisse la parole. Voilà. Donc je vais commencer par une période qui est assez longue, mais qui va être traitée de façon assez brève, qui est des origines de l'agriculture, en gros à la révolution industrielle. Donc vous voyez l'ampleur de la période, mais dans laquelle les évolutions sont assez lentes, mais en même temps assez concomitantes sur la planète. C'est pas bon le son? Le son, ça va? Non, ils n'écoutent pas, mais je veux dire, bon, ça leur appartient d'écouter ou de pas écouter. C'est le son qui n'est pas très grésille. Oui, mais moi j'y peux rien. Non, si c'est cassé là. C'est pas moi qui est cassé, mais c'est cassé. Ah, ça tient pas. Peut-être un peu plus, donc peut-être le baisser un peu. Je sais pas, il faut baisser un peu, oui. Là, ça va? C'est mieux comme ça? Non mais parce que lui, voilà, parce qu'il est sur... voilà. C'est mieux comme ça? Ça va aller mieux parce que les deux étaient allumés. Là. Bon, est-ce que tu peux parler pour voir? Oui, on va essayer de continuer alors de dérouler le propos. Alors, j'ai pas prévu un topo très long. Hein, Voilà, mais ça dépend des micros. Il y en a, il faut vraiment parler comme ça. Et voilà. Oui, d'accord. Légèrement en dessous. Eh bien, on va essayer comme ça alors. Ok. Donc, cette période assez longue de l'origine de l'agriculture jusqu'à la révolution industrielle, dans laquelle les bouleversements sont lents, la population de la planète est relativement peu importante.
le grand bouleversement des révolutions industrielles et de la mécanisation massive qui commence sur une période qui date à la fin du Moyen-Âge, on va dire jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, et puis donc ces questionnements qui viennent maintenant, après ces bouleversements massifs de la façon dont la production agricole a évolué, dans la façon dont elle s'est accompagnée également de bouleversements sociaux, mais sur lesquels je ne m'étendrai pas trop, mais c'est surtout pour parler d'agriculture que je suis venu là ce soir, et puis surtout essayer de questionner quelles sont les pistes sur lesquelles on doit réfléchir pour l'agriculture de demain, parce que c'est une préoccupation qu'il y a dans la tête de bon nombre de nos concitoyens. Vous avez sans doute vu tous les débats qu'il y a autour de la question notamment de l'élevage, par exemple. Ça, c'est une question qui émerge de façon récente, mais assez prégnante maintenant, sur lesquelles on doit réfléchir, qui sont l'aboutissement pour moi des modes de production agricole qui sont devenus totalement insensés dans la dernière période. Alors, dans l'agriculture sur les temps longs, hein, l'homme commence dès le départ à envahir le territoire dès qu'il peut. Hein, il y a une lutte ancestrale. Dès que l'homme cesse d'être chasseur-cueilleur, finalement son ennemi c'est la nature. Il cesse d'en faire un auxiliaire, et petit à petit la question de l'arbre notamment elle est posée, le défrichage qui s'accompagne de la domestication des plantes et des animaux pose déjà la question, bien avant tout ce qu'on peut dire sur la déforestation amazonienne, de cet antagonisme permanent qu'il y a entre l'homme et la nature, mais je veux dire entre toutes les espèces animales entre elles, qui sont en compétition sur un territoire donné. Je veux dire, c'est pas spécifique à l'espèce humaine. Quand il y avait des troupeaux de bisons massifs dans le Midwest, il y avait aussi des compétitions très fortes entre les différentes espèces, mais ça, vous voyez ça, je veux dire, il n'y a pas dans ce domaine de spécificité humaine. On a peut-être été un petit peu plus habile que les autres pour inventer des outils pour y arriver, mais je veux dire, il n'y a pas de rupture qui serait liée à la nature humaine de ce point de vue-là. Alors c'est peut-être à la fois rassurant et inquiétant, mais on n'est que des bêtes comme les autres. Et donc cette attaque de la nature et cette domestication, elle arrive assez tôt, et donc c'est assez bien présenté par Jared Diamond, je ne sais pas si vous avez lu, sur l'inégalité des sociétés, et qui justement définit les conditions dans lesquelles la nature était plus ou moins propice à sa domestication, plus ou moins propice au développement des sociétés. J'ai trouvé cet ouvrage assez intéressant pour expliquer la diversité qu'il y a de développement de nos sociétés, et notamment à travers cette question agricole, sur les graines disponibles, les animaux disponibles pour pouvoir avoir une agriculture dans laquelle l'ensemble des éléments qui sont présents dans la nature sont des auxiliaires de l'homme ou de la femme, hein, mais on va prendre la dénomination usuelle. Et donc très rapidement, l'homme assoit son territoire, invente la ville très tôt, invente l'écriture. La question de la gestion des stocks arrive très tôt dans le développement de l'agriculture. De là naît l'écriture, le dénombrement, donc, et les politiques agricoles. Je veux dire, on n'a pas attendu la politique agricole commune ou le New Deal de Roosevelt pour inventer les politiques agricoles. La question de la gestion des stocks de denrées, notamment sous nos climats dans lesquels on a une récolte par an, est au cœur des sociétés depuis toujours. Et donc là, je crois qu'il y a besoin de repenser cette question-là, si on ne veut pas perdre complètement la tête par rapport à l'évolution de l'agriculture des 50 dernières années, c'est sûr, des 500 dernières années également, parce que là aussi, il y a une évolution qui questionne aujourd'hui. Et donc
la question ne se posait pas dans les mêmes termes puisque la population était très faible et puis les gens ils défrichaient dans un coin, ils revenaient 150 ans après, la forêt avait repoussé, on assurait la restauration de la fertilité des sols de cette manière-là, mais très rapidement les humains ont inventé des techniques de drainage, d'irrigation, de domestication de la nature qui aujourd'hui est contestée dans son idée même dans nos sociétés, ce qui est quand même assez curieux parce que on ne peut pas faire autrement, enfin, ou en tout cas il faudra me donner la recette, moi je ne l'ai pas, pour pouvoir s'alimenter actuellement sans agriculture. Alors effectivement aussi il y avait, ça on pourrait y revenir après, dans les grands visionnaires, ce cher Marcelin Berthelot qui avait inventé une société idéale dans laquelle la chimie débarrasserait définitivement la planète de l'agriculture en ayant réussi à produire suffisamment de denrées à partir de l'industrie chimique. Mais donc si vous avez l'occasion, vous pouvez relire le discours de Marcelin Berthelot au congrès de la chimie en 1890, c'est un morceau très intéressant pour imaginer des alternatives à l'agriculture. Mais donc, voilà, ça j'ai déjà dit. Et donc, ce développement de l'agriculture, il se fait de façon rapide et à peu près partout en même temps. Sur 2-3 000 ans, en gros, dès que les hommes se sont déplacés, ils inventent l'agriculture assez rapidement. Alors avec les différentes formes qui sont liées avec ce qu'ils ont sous la main. Et il y a des graines de lentilles, d'épeautres, de l'ancêtre du blé qui sont dans le croissant fertile, mais on n'a pas la même chose en Amérique par exemple, où il n'y a pas les mêmes graines, il n'y a pas les mêmes animaux, il n'y a pas l'âne. L'âne il est domestiqué dans le croissant fertile, le dindon est domestiqué en Asie, enfin tous ces animaux-là qui sont des éléments indispensables pour assurer une alimentation pour les humains, ils n'existent pas tous partout sur la même forme sur la planète, mais néanmoins, on a de façon assez rapide un développement de l'agriculture avec le déplacement des populations. Et donc, on va arriver donc au Moyen-Âge où là on voit donc une explosion de la population à partir de 16e, 17e, donc bien après le Moyen-Âge, mais on voit déjà avant les grandes pestes déjà des éléments d'amélioration de la productivité du travail, de sédentarisation, et puis le grand bouleversement qu'il y a en matière d'occupation des sols, c'est toute la déforestation qu'il y a notamment en Europe sous la pression des moines défricheurs qui font qu'il y a des espaces immenses qui sont mis en culture assez rapidement, alors qu'ils sont abandonnés après au moment des grandes pestes. Mais malgré tout, cet apprentissage de la culture se fait à ce moment-là de façon massive. Et là, il y a vraiment des bouleversements considérables qui sont opérés partout, avec la constitution de très grands domaines qui sont sous la domination de l'Église, mais qui ne changent rien sur la nature d'occupation du territoire par les humains. Alors, ce qui se développe massivement dans la mécanisation, c'est le besoin d'utiliser de l'acier et donc d'utiliser du bois. Donc le bois, il est utilisé un peu pour chauffer, mais surtout pour fabriquer de l'acier. Et ça, c'est un élément massif. Enfin, la question de l'énergie, elle est au cœur de toutes nos sociétés, et notamment de la question agricole. Et donc, il y a vraiment toute cette période pendant laquelle on utilise le bois de façon massive, notamment pour améliorer la productivité du travail agricole, pour améliorer les outils de coupe, les outils de travail du sol. Et c'est des éléments qui sont précieux, qui sont indispensables pour le développement de l'agriculture. Alors il y a Marcel Mazoyer, notamment, qui a commis un ouvrage qui s'appelle « L'histoire de l'agriculture de l'Antiquité à nos jours », dit qu'entre le moment où on a commencé à comprendre l'intérêt de l'assolement triennal, de l'introduction des cultures fourragères pour améliorer la productivité d'un hectare de blé, et le moment où on arrive à généraliser ça, il se passe à peu près 300-400 ans, parce que ça nécessite d'avoir amélioré la productivité de la métallurgie, d'avoir des outils qui passent de la taille d'une espèce de couteau pour couper du blé à d'abord une faucille, puis de la faux qui arrive très tard, 18-19e siècle, de façon accessible pour tout le monde.
Et donc il y a toujours cette alternance entre la volonté de l'humain d'améliorer sa capacité de travail et sa productivité du travail, et puis en même temps les outils qui sont fabriqués, l'artisanal qui vient pour appuyer cette volonté d'améliorer la productivité du travail, d'être productiviste déjà bien avant qu'on ait inventé le terme qu'on pense avoir découvert il y a 30 ou 50 ans. Mais non, je crois que dans la nature humaine, la volonté de produire autant avec moins de travail, elle est ancienne, et il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là. Alors ce développement de l'agriculture, il se fait de façon concomitante avec le développement de l'industrie de l'artisanat, comme je l'ai évoqué. Il se fait notamment en concomitance avec le développement de l'industrie textile. Et donc dans les grands bouleversements sociaux, au moment de la révolution industrielle, il y en a un qui est majeur, c'est en Angleterre le mouvement des enclosures, donc qui commence au XIIIe siècle, je crois, mais qui se fait de façon massive vers le XVIIe surtout. Donc la première grande entreprise de spoliation et de privatisation d'un patrimoine collectif qui étaient les communs qu'exploitaient auparavant les paysans anglais, mais qui permet de constituer des grands domaines et d'expulser les paysans manu militari pour qu'ils aillent faire de la main-d'œuvre pour les usines, qui permettait donc d'assurer le travail de la laine qui était produite donc sur les grands domaines qui étaient propriété donc de ces lords anglais, qui pouvaient donc assurer, en paupérisant massivement les paysans, en les expulsant de leurs terres, d'avoir une main-d'œuvre servile, qui a été un des outils. Alors certains commentateurs disent que finalement ça n'a même pas favorisé un accroissement de la productivité du travail et du capital plus rapide que là où on n'a pas utilisé ces méthodes aussi brutales et barbares que l'ont fait les Anglais avec les enclosures. Mais en tout cas, c'est un cas d'école d'expropriation d'un bien commun ou d'un bien collectif qu'étaient les communs des paysans à des fins privées. Donc bien avant que sur les décombres de l'Union soviétique, certains oligarques s'approprient le patrimoine collectif de l'Union soviétique, et bien 500 ans avant, il y avait eu à peu près la même opération avec les lords anglais qui avaient expulsé les paysans. Donc voilà, moi je crois qu'il faut avoir à l'esprit ces mouvements permanents, ces interactions permanentes entre la technique, l'organisation sociale et puis la nécessité pour tous les individus de se nourrir. Et donc tout ça se fait sur la planète avec des relations à l'alimentation qui sont différentes en fonction de ce qui pousse, en fonction de ce qui mange, en fonction de pratiques culturelles et de coutumes. Ça, je crois qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, mais effectivement, il y a une grande diversité de modes de production agricole, de modes d'alimentation, mais qui aujourd'hui tendent à s'uniformiser et qui génèrent quand même plus ou moins des modes d'agriculture spécifiques. Dans ces modes de production, ces modes d'alimentation, l'animal est tout sauf un animal, et c'est pour ça que ça nous ramènera au questionnement sur le futur. L'animal est tout sauf élevé pour sa finalité, mais il est élevé pour son utilité. Ça, je crois que c'est vraiment l'un des grands bouleversements par rapport au débat qui traverse la société. Enfin, j'ai vu, peut-être comme certains d'entre vous, l'émission sur Arte mardi soir cette semaine sur est-ce que les animaux ont des droits, par exemple. C'est une question qui est tout à fait nouvelle. Mais le paysan à l'origine, enfin l'humain n'élevait pas des animaux pour les manger. Il les mangeait de temps en temps, bien sûr, mais les animaux étaient élevés pour la traction, pour le fumier, pour la laine, pour le recyclage d'un certain nombre d'éléments présents, enfin tous les animaux de basse-cour, mais ils n'étaient pas élevés en leur coupant le bec des poules, mais en essayant d'avoir des œufs de la poule, et puis de temps en temps, quand la poule n'avait vraiment plus d'œufs, on tuait la poule. Donc là, il y a vraiment dans cette place de l'animal, dans le développement des agricultures, en gros du Moyen-Âge, parce que avant le monde était plus giboyeux encore, mais jusqu'à, on va dire, au milieu du XXe siècle, une place de l'animal qui n'a rien à voir avec celle qu'elle a aujourd'hui.
l'animal de rente n'était pas du tout considéré de la même manière. L'animal de rente, c'était un animal précieux. C'était pas un animal dont on se fixait pour objectif unique de le manger. Et puis c'était un élément majeur pour assurer l'une des grandes questions en matière agricole, c'est comment assurer la fertilité des sols. Parce qu'il n'y a pas 50 façons, à mon sens, d'assurer la fertilité des sols. Alors il y a les cultures fourragères, mais les cultures fourragères, c'est un fourrage, donc les humains n'en font pas grand cas. Et donc c'est un moyen d'assurer la restauration de la fertilité des sols un peu plus rapide que de laisser la forêt repousser dans un espace dans lequel nous sommes, combien on est, 7 milliards, je crois, un truc comme ça aujourd'hui, voilà. Où donc ça paraît assez difficile d'imaginer une restauration de la fertilité des sols en laissant partout la forêt repousser sur une centaine d'années pour attendre et reproduire le mode d'agriculture qui existait avant la massification et la domination de l'humain sur l'ensemble de la planète. Alors voilà, non mais je ne dis pas forcément tout ce que j'avais prévu. Voilà. Alors dans cette évolution de l'agriculture sous la révolution industrielle, il y a des phases qui sont successives d'expansion des marchés, de contraction des marchés. Vous avez l'Angleterre donc qui assoit le développement de son agriculture en protégeant ses marchés dans un premier temps, en assurant donc le maintien de prix élevés, et puis change d'avis au XIXe siècle en se disant ben non, finalement il faut libéraliser les échanges. Et au milieu de tout ça, eh bien, les modes d'agriculture sont sans arrêt ballottés entre ces grandes orientations politiques majeures, mais qui désorganisent ou organisent plus ou moins les modes de production agricole. Le développement de l'agriculture a aussi un impact dans sa mécanisation sur la place de l'occupation du sol. L'un des éléments, je viens de parler, c'était la place des animaux. Le cheval, longtemps, est un outil de traction. Alors c'est un outil de traction relativement récent, parce que le cheval, c'est pas le meilleur animal de traction. Hein. Le meilleur animal de traction, c'est le bœuf. Mais le cheval se développe notamment en France, mais pas que en France, parce que c'est un élément d'identification sociale, puisque c'était, avant la Révolution française, le seul animal qui était autorisé à la possession par les militaires ou par les nobles, et donc les paysans le reproduisent, l'utilisent parce que c'est un outil qui permet d'affirmer qu'on est capable de s'acheter un cheval. Mais passons sur cet aspect-là. Mais l'espace agricole est utilisé quand même pour une grande partie pour alimenter les animaux qui sont nécessaires à la production. Donc à partir du moment où, fin 19e, début 20e, on commence à se libérer de la traction animale, et bien du coup on se retrouve du jour au lendemain avec une quantité de nourriture de plus en plus importante qui va bouleverser les marchés agricoles. Et alors je passe, hein, c'est un peu désordonné mon propos, j'en conviens, mais ça permet de libérer aux États-Unis notamment 25% à peu près de la surface agricole utile qui est consommée par les animaux quand il y a la traction animale, et les États-Unis deviennent exportateurs nets de denrées agricoles à partir du moment où ils commencent à couper le cou des chevaux et à développer la traction mécanisée aux États-Unis. Donc on a sans cesse ces interactions de machines, d'ouverture ou de contraction de marché, de grands bouleversements, de révoltes sociales. Il y a au XIXe siècle, quand M. McCormick invente la faucheuse, je crois en 1848, des révoltes de faucheurs qui étaient embauchés pour la moisson et qui se révoltent parce qu'ils n'ont plus de travail. Voilà. Donc, dans tous les secteurs, pas seulement, il n'y a pas eu que la révolte contre les métiers jacquards, il y a eu aussi la révolte contre la mécanisation de l'agriculture, et qui est aussi quelque chose qui n'est pas très nouveau. Et il y a cette grande continuité sur un fond social dans lequel quand même la question de l'alimentation est loin d'être réglée pour l'ensemble de la population, y compris sous nos climats.
Alors effectivement, depuis la fin du 19e, dans l'ensemble de nos sociétés, la question de l'alimentation elle est réglée. C'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui de consacrer une grande part de la production agricole, notamment à élever des animaux pour les manger, parce que c'est un des moyens de permettre d'assurer la valeur ajoutée sur la ferme. C'est pas uniquement quelque chose de cupide pour le paysan, uniquement avec le plaisir de tuer les animaux, c'est parce que dans cette course de la mécanisation, eh bien, la productivité du travail ne cesse d'augmenter et donc la valeur des produits agricoles ne cesse de baisser. Et donc, pour essayer de garder un peu de valeur ajoutée, eh bien, on essaye d'aller plus loin vers la transformation dans la mesure où les politiques publiques n'ont jamais eu pour ambition d'augmenter le prix des denrées alimentaires. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel on doit réfléchir parce que le prix des aliments ne cesse de baisser. Depuis que l'agriculture se développe. Et c'est une question qui est au cœur, aujourd'hui, à mon avis, des modèles agricoles. Je ne vois pas bien comment on pourra bâtir une agriculture telle que certains la souhaitent, c'est-à-dire avec un respect de l'animal, un respect des sols et ainsi de suite, indépendamment de la question du prix et des modèles de développement de nos sociétés. La variable d'ajustement de cette baisse du prix des denrées alimentaires ayant toujours été la capacité de dégager de l'argent pour pouvoir acheter d'autres biens d'équipement. L'industrie automobile s'est développée de façon massive parce que les gens avaient moins de contraintes pour s'alimenter d'un point de vue budgétaire et du coup ça permettait de dégager une grande industrie manufacturière en ayant industrialisé, mécanisé l'agriculture, amélioré la productivité du travail, des sols. Et ça, c'est une question qui aujourd'hui fait partie de ce sur quoi on doit réfléchir tous ensemble pour l'agriculture. Tout cela se fait avec des modes de production agricole qui sont de plus en plus décriés, parce qu'il y a la mécanisation, j'en ai parlé, mais il y a surtout, ce qui est le plus contesté, c'est l'utilisation massive des produits chimiques, des engrais, et puis les dégâts qu'on commence à partager maintenant. Ça fait longtemps que les premiers ont tiré la sonnette d'alarme sur le risque de faillite de cette agriculture, de ces révolutions agricoles, puisque la révolution verte notamment, il n'y a pas que Macron qui fait des révolutions maintenant, puisque le terme a été utilisé à toutes les sauces, mais la révolution verte a été un concept qui était basé largement sur l'utilisation massive des pesticides, des engrais chimiques, qui a été développé en Inde, en Afrique, y compris par des gens qui ensuite ont donné des leçons comme René Dumont. René Dumont était un des grands artisans de la révolution verte en Afrique avant qu'il en constate lui-même les dégâts, mais ça, je veux dire, ça fait partie aussi des évolutions, hein. La croyance que la science, la chimie allaient permettre de résoudre les problèmes de l'agriculture, de l'alimentation, et que la nature serait indéfiniment au service des volontés de l'homme, ont été la toile de fond idéologique de tous ces développements, tous ces bouleversements. Donc cette révolution verte, aujourd'hui, elle aboutit au fait que les agronomes commencent à constater que la fertilité des sols chute, que les rendements plafonnent. On augmente sans cesse les quantités de pesticides, d'engrais, mais les rendements plafonnent en gros depuis une vingtaine d'années, ça ne bouge plus beaucoup. Donc l'intensification à surface constante ne peut pas être une solution pour améliorer l'alimentation de notre planète. Les questions de qualité d'eau, de qualité d'air, de durabilité de la planète sont des questions qui sont nouvelles et qui sont aujourd'hui globalement sans réponse. Alors certains tentent d'y apporter des réponses. Notamment, son nom me reviendra, mais l'un des inspirateurs de la révolution doublement verte, parce que la révolution elle était verte la première fois, mais elle n'était pas encore assez verte, donc maintenant elle va être doublement verte, c'est-à-dire qu'on va intégrer dans ces modèles d'intensification agricole qui sont pas remis en cause, plus verte que verte, où on va intégrer la durabilité du système, dans laquelle ce modèle de révolution verte, on oublie, comme très souvent, comme la révolution verte d'ailleurs l'avait oublié, la question du paysan, qui est souvent la variable d'ajustement. Il y a encore 2 milliards et demi de gens qui vivent du travail de la terre dans le monde, hein.
Donc on compte 1,3 milliard de familles. Sur ce 1,3 milliard, il y en a 1 milliard qui travaillent à la main, 300 millions qui travaillent avec de la mécanisation et 30 millions qui travaillent avec de la motorisation. Donc ça donne une petite idée de la toile de fond sociale qu'il y a derrière ces modèles d'organisation agricole. Et on a tendance à réfléchir les questions de l'alimentation et des modes de production uniquement avec notre regard d'occidental, sachant que c'est aujourd'hui l'une des questions majeures de nos sociétés par rapport à la durabilité, mais partout ailleurs dans le monde aussi. Et donc, moi, ce qu'il me semble, c'est que la révolution, elle ne pourra pas être doublement verte si on n'intègre pas la nécessité que l'ensemble des membres de nos sociétés puissent s'alimenter dans des conditions convenables. Alors, chacun mettra ce qu'il veut derrière le mot de convenable, en quantité et en qualité. La qualité n'étant pas qu'une question de calories, comme on l'a longtemps pensé, mais c'est aussi une question d'intégrité des produits. Il n'est pas normal de retrouver des pesticides, notamment dans les produits alimentaires, comme on les retrouve aujourd'hui. Donc ces modèles-là, aujourd'hui, sont quand même largement mis en cause, sans avenir. L'agriculture biologique se développe de façon massive en réponse à cette préoccupation, à cette nécessité d'avoir des modes d'alimentation qui respectent l'intégrité du produit, quoi, on ne pourra pas développer une alimentation sans reposer la question de l'animal dans nos sociétés. Est-ce que l'animal doit indéfiniment être considéré comme étant un produit de l'industrie, comme c'est le cas actuellement, hein. Les modes de sélection, d'appropriation du vivant qui ont été développés un petit peu au 19e siècle, mais surtout de façon massive dans la deuxième partie du 20e siècle. Cette volonté de privatiser le vivant aujourd'hui au travers des droits de propriété intellectuelle sur les semences animales, végétales, sont quelque chose qui sont aujourd'hui incompatibles avec le développement d'une agriculture au service de l'ensemble de l'humanité, ou alors on a une agriculture qui sera au service de Monsanto, Bayer, là, qui sont en train de fusionner là, pour le bien-être de nous tous. Donc ces questions-là, qui sont des questions éminemment politiques, des questions économiques, on ne pourra pas en faire l'impasse. Or aujourd'hui, les promoteurs de cette révolution doublement verte, notamment, ne parlent pas de ça. Au contraire, ils prônent éventuellement que grâce à l'amélioration des biotechnologies, on pourra faire quelque chose de plus acceptable. Je pense que c'est une impasse complète. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une réduction de la quantité globale d'aliments qu'on va consommer. Ça, je crois qu'on est nombreux à imaginer que ça doit être possible. On doit répartir différemment la quantité des aliments qui vont être consommés. On doit avoir une alimentation qui sera moins dépendante de l'alimentation carnée, mais dont je vous ai expliqué qu'elle avait pour origine surtout l'effet de la mécanisation massive et de la baisse du prix de vente des produits agricoles. Donc on peut imaginer un cercle un peu plus vertueux dans lequel on n'est pas obligé indéfiniment de passer du végétal à l'animal pour essayer de garder la valeur ajoutée chez le paysan, de restaurer des modes d'élevage qui soient compatibles avec ce que certains attendent du respect de l'animal, mais est-ce que le respect de l'animal doit être plus développé que le respect des humains quand on voit ce qu'on voit tous les jours? Ça, c'est aussi une question. On doit surtout aussi dans les modes d'agriculture de demain développer des modes qui seront beaucoup moins dépendants de l'industrie chimique, de l'industrie pétrolière notamment, parce que tous les modes d'agriculture intensifs font appel au carbone fossile essentiellement. Hein, je vous ai parlé de la fertilité des sols grâce à la matière organique qui était produite par les animaux, mais le seul substitut qu'il y a actuellement, c'est les engrais chimiques qui sont produits à partir du carbone fossile. Si on imagine qu'il faut réduire notre consommation de carbone fossile, eh bien, ça pose directement la question de la productivité des terres agricoles. Et donc, on va d'une façon ou d'une autre vers une modification qui sera profonde
des modes de production agricole. Et moi, je ne sais pas encore quelle forme ils prendront. L'agriculture biologique aujourd'hui fait partie autant d'une recherche que d'un modèle complètement abouti. Parce que derrière la question de la production agricole se pose notamment la question de l'accès au foncier. J'en ai parlé tout à l'heure avec les enclosures qui permettent à un moment donné d'asseoir la domination des propriétaires sur le foncier. Donc il faut sans doute qu'on change la nature de la propriété foncière. En tout cas, moi je le pense. On ne peut pas imaginer que si la terre agricole est un bien commun, le terme est discuté aussi, parce que bien commun laisse entendre qu'on peut se l'approprier, l'échanger, et ainsi de suite. Donc si c'est un bien collectif, en tout cas c'est plus un bien privé au sens où il l'est actuellement, eh bien il faudra repenser qui a le droit à l'accès au foncier. Est-ce que c'est les grands domaines qu'on voit actuellement qui peuvent assurer l'agriculture telle que j'ai essayé de vous la décrire là, en quelques lignes? Sûrement pas. Par les modèles latifundiaires de l'Amérique du Sud ou d'Afrique, c'est en train de se passer en Afrique aussi, ça se passe chez nous, il y a de plus en plus de grandes fermes qui sont en train de se construire. Je pense que ces modèles de concentration foncière sont totalement incompatibles avec une agriculture qui soit à la fois socialement acceptable pour le paysan, pour le citoyen, et qui soit pérenne. Donc reposer la question de la propriété foncière est une question politique intéressante. Les élections, c'est bientôt, tiens, voilà. Comment? Parce que ouais, mais c'est pas que ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que justement, il faut sortir la propriété foncière du paysan. Faut que la question qui se pose sur la terre, c'est le droit d'accès à l'exploitation, c'est pas sa propriété. La propriété est dans le droit fil de ce que le mouvement des enclosures a fait, c'est-à-dire de spolier l'ensemble de la communauté d'un bien qui n'est pas extensible, qui n'est pas reproductible, et dont le seul intérêt, c'est de pouvoir le conserver en l'état de production et de reproduction. Je crois que ça, c'est une donnée à intégrer. L'agriculture de demain, elle sera nécessairement avec un mélange, la fin d'un antagonisme que j'ai évoqué au début entre le paysan et l'arbre. Il faut certainement qu'on s'habitue à cohabiter beaucoup mieux avec l'arbre, parce que c'est un vrai problème pour le paysan, l'arbre, parce qu'il prend toujours la place de l'épi de blé. Et en fait, il n'y a pas on est dans des zones d'open field ici, mais c'est des modes de production qui ne sont pas des modes de production durables. Parce que érosion, parce que moindre production des sols, parce que au moment où il y a le plus de soleil, entre le 1er juillet et le 1er novembre, en gros, les sols sont totalement libres, ne produisent rien. Donc si on veut intensifier l'activité solaire, qui est la seule énergie qui soit aujourd'hui disponible et gratuite, eh bien, il faudra développer des agricultures dans lesquelles on fait cohabiter l'arbre et les plantes annuelles. La forêt nourricière, oui, mais beaucoup plus des territoires dans lesquels on va inventer beaucoup plus de mixité entre une diversité d'arbres et pas de la monoculture comme on le fait en arboriculture. Enfin, les modèles, tous les modèles agricoles aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont d'une fragilité technique épouvantable. L'arboriculture notamment, vous faites sur la même parcelle, mono-espèce, mono-variété pendant 20 ans. Et vous vous étonnez d'avoir des parasites. Ça, il ne faut pas trop s'étonner, quoi. Donc, il faudra bien réinventer les systèmes complètement, avec donc la volonté politique de réfléchir à comment on distribue l'accès au foncier, comment on gère cet accès au foncier de façon collective. Alors c'est peut-être un peu prescriptif mon modèle d'agriculture, mais celui qu'on a actuellement, il est un peu moins prescriptif, mais il laisse la liberté d'honneur dans le poulailler, c'est tout, enfin tous les modèles, enfin évidemment la fameuse ferme des 1000 vaches et l'élément aujourd'hui autour duquel se cristallise une représentation des modèles agricoles, mais je veux dire, à l'échelle française, ça parle un peu, mais quand on regarde dans le monde, ces modèles-là sont largement développés.
Or, on sera bien obligé d'inventer une agriculture dans laquelle ces modèles-là devront disparaître. Et ça va être... alors ça prendra du temps, hein, rassurons-nous, on ne va pas faire ça en 8 jours. L'agriculture, allez, on va dire 10-12 000 ans. Je ne dis pas qu'il faudra 10-12 000 ans pour arriver sur un autre modèle agricole, mais sur quelques générations, on peut imaginer repenser la question de la propriété foncière, repenser la question des modes de production, de la cohabitation entre le paysan et la forêt, le paysan et la haie, le paysan et l'animal, afin d'avoir un monde durable. Le mode de production agricole aujourd'hui, il est plus qu'à ses limites, je l'ai évoqué. Il est aujourd'hui, malheureusement, le seul qui est encore encouragé par l'ensemble des politiques publiques internationales. Ça, c'est quand même un vrai problème. C'est même pas le moindre des problèmes qu'on ait à résoudre avant d'inventer une autre agriculture. Donc, il y a beaucoup de démarches individuelles. Il y a un encouragement au développement d'agriculture biologique, à des alternatives. Il y a beaucoup de citoyens qui jouent le jeu, qui s'engagent, qui achètent des produits des paysans. Tout ça c'est très bien. Tout ça, c'est très sympathique. Ça aide certains à en vivre. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui pas le mode d'agriculture qui, massivement, peut permettre de résoudre la question de l'alimentation de l'ensemble de la planète. Sachant que, notamment dans les pays pauvres, eh bien, la grande modification des 50 dernières années, c'est que la population s'urbanise aussi. Et que les plus de 50% des populations dans les pays pauvres qui sont en ville, c'est une donnée nouvelle, et elle repose la question différemment du développement des agricultures dans le sud, hein, de façon classique, de ce que c'était auparavant. Donc voilà, toutes ces questions-là, il y a plus de questions que de réponses dans ce que j'ai évoqué. Ce qui est sûr, c'est que nécessairement, ça nous amènera à réfléchir sur la façon dont on vit tous, sur la façon dont on utilise les énergies rares alors qu'on n'utilise pas l'énergie la moins rare et la plus gratuite qu'est le soleil, au travers le gaspillage monumental des surfaces agricoles, alors par l'urbanisation, par la massification d'élevage dans lesquels on a transformé des ruminants en granivores, des granivores en végétariens, enfin des omnivores en végétariens. Enfin, il y a une évolution dans nos modes de consommation et humains et ceux qu'on a infligés à nos animaux qui doivent nous interroger, quoi, hein. On fait manger des graines à des ruminants pour les sédentariser, pour améliorer la productivité du travail. Enfin, c'est des systèmes qui sont totalement fous quand on y réfléchit 2 secondes par rapport à la biologie, par rapport à ce qui est l'économie de ce qui est rare et la valorisation de ce qui est abondant. Notre agriculture est folle. Mais c'est un produit politique. C'est un produit politique qui a correspondu à ce qu'attendait une grande partie de la population, à savoir manger pour rien. Donc ça, c'est une vraie question politique aussi, politique, économique, sociale. Est-ce qu'il faut payer l'alimentation à son vrai prix, ou est-ce que le droit à l'alimentation doit être assuré collectivement? Pourquoi pas? C'est une vraie bonne question, ça, hein. Est-ce qu'on doit payer, la politique agricole commune notamment a commencé dans ce sens, dans la mesure où il y a une partie des revenus des paysans qui provient des soutiens publics. Mais malgré tout, si on veut assurer une alimentation de qualité, notamment aux milieux les plus populaires, ça va être très difficile d'augmenter le prix des denrées alimentaires payées directement. Donc, la nécessité de socialiser une partie de l'alimentation, de donner un droit à l'alimentation comme on donne un droit à la santé, c'est une question qui peut être posée aussi dans l'évolution de ces modes agricoles. Alors effectivement, au moment où on veut privatiser la sécurité sociale, peut-être que reposer la question d'une alimentation sociale est une question politique qui peut faire le pendant de ce que propose François Fillon. Mais on ne fera pas l'économie de ces réflexions-là. Parce que je pense que dans les évolutions des bienfaits
de l'amélioration de la productivité du travail du paysan. Ça a permis quand même à bon nombre de nos concitoyens d'avoir une alimentation malgré tout en quantité suffisante, ce qui n'est pas si mal, parce que quand on regarde un peu sur une grande partie de la planète, la question de la disponibilité en quantité n'est encore pas résolue du tout. Encore 800 millions de gens qui souffrent de problèmes cruels de malnutrition, avec souvent la mort. Donc ça c'est une réalité, hein. J'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, il y a encore des problèmes massifs, quoi, et c'est pas le seul pays, hein, parce que celui-là je l'ai vu, c'est tout, hein. Et donc il y a cette équation difficile à résoudre entre vouloir d'un côté une alimentation moins chère, avec une agriculture qui atteint les limites de son développement, et puis de l'autre côté bâtir une agriculture qui sera sûrement moins productive, au moins dans un premier temps. Et donc comment on assure l'allocation de la ressource, comment on essaye d'anticiper et de réguler les bouleversements sociaux qui peuvent en advenir, comment on l'organise, tout ça c'est des bonnes questions. Et je pense que c'est celles qui sont au final les plus importantes, parce qu'on peut se passer éventuellement de la numérisation de l'ensemble du monde, de l'ubérisation de l'ensemble du monde. Il y a une chose dont on ne pourra certainement pas se passer, c'est de manger 3 fois par jour. Et ça encore pour un bon petit moment, et que donc voilà, faudra d'abord encore des paysans pour le faire, je crois. En tout cas, je l'espère. C'est pas de mal la veille qu'on va mettre des robots partout il y a sûrement de la place d'ailleurs. La robotisation du parti, alors ce que je vous dis là, c'est tout à fait abominable, hein, par rapport à ceux qui disent qu'il faut maintenir les paysans. Mais il y a sans doute dans la mécanisation une partie de robotisation qui va arriver, hein. Le robot de traite est présenté comme une abomination. Moi personnellement, je traite des vaches sans robot de traite. Mais je veux dire, que le robot participe à effectuer certaines tâches agricoles, probablement que c'est inévitable. Mais ce sera inévitable dans un certain type d'agriculture. Mais ce sera lié à la façon dont on a maîtrisé l'accès au foncier, parce que le robot il sera plus facilement amortissable sur les grandes surfaces et pas sur les petites, donc en ayant maintenu des paysans, en ayant peut-être modifié l'organisation de nos sociétés. Parce que peut-être qu'il faut utiliser ce qui est abondant. Ce qui est abondant, c'est le soleil, je l'ai dit. Puis c'est les humains. On est nombreux, il y a plein de gens qui cherchent à bosser. Peut-être qu'il faut redonner cette fonction à l'agriculture, qui est de sa capacité à employer du monde, quoi. Parce que je ne vois pas comment on pourra faire autrement. Parce que je ne vois pas la société dans laquelle on se débarrasserait du milliard encore de paysans dont je vous ai parlé, qui travaillent encore à la main, au nom de l'amélioration de la productivité du travail. C'est pas uniquement occupationnel, c'est parce que ces agricultures-là, malgré tout, elles ont encore une certaine résilience, une certaine résistance, quoi qu'on en pense. Et que donc il faudra réintensifier en travail l'agriculture au lieu de l'intensifier en capital comme on le fait depuis déjà quelques siècles. Mais c'est à mon avis l'une des grandes équations à résoudre aujourd'hui. Et ce sera le corollaire de la modification des modes de production, d'une sortie de cette énergie fossile qui est le support massif du développement de l'agriculture moderne. Et d'abord parce que les changements climatiques qui sont en cours perturbent sérieusement le potentiel de production et la régularité de production. Ça, c'est une donnée qu'on ne mesure pas encore, hein. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis définitif sur cette question-là. Les modifications de la météo sur les 5 dernières années ne sont pas forcément un signe de modification plus profonde. Ça peut être des accidents, mais de toute façon, ces systèmes sont très fragiles. Et donc voilà, sortir de cette dépendance de l'énergie carbonée, se servir de l'énergie solaire, se servir du travail des humains, se servir de la Terre, cette entité qui est irremplaçable.
parce que l'agriculture, vous voyez sans doute de temps en temps ces amusements, moi je mets ça au titre des amusements de l'agriculture urbaine qui va résoudre le problème de l'alimentation, hein, dans les tours urbaines. Alors ça, ça permettra évidemment de satisfaire quelques curiosités, sans doute, hein. On peut faire des modèles rigolos. Mais imaginez qu'on va nourrir les populations avec l'agriculture urbaine, ça c'est vraiment prendre des vessies pour des lanternes. C'est reproduire le délire des scientistes du 19e siècle qui voulaient se débarrasser de l'agriculture. C'est la continuité, hein, de cette histoire-là. C'est vouloir changer la nature de ce qu'est l'alimentation. L'alimentation qui est ce qu'on est, enfin on est ce qu'on mange, hein, on mange ce qu'on est. Aussi longtemps qu'on est humain, on sera intéressé à ce contact charnel avec la nourriture, avec ses origines. En fait, tout le débat sur la relation avec l'animal, elle trouve sa racine là-dedans, quoi, hein, dans ce qu'on est. Et donc il faudra maintenir la terre, c'est-à-dire un peu d'argile, un peu d'eau, un peu de matière organique dans les sols, maintenir tous ces animaux qui vivent, les insectes, les vers, tout ce qui grouille là en dessous, là qu'on ne voit pas. Il faudra le maintenir parce que ce sera la seule chose qui nous permettra de manger. Et pour ça, il y aura besoin de politiques fortes, parce que je pense qu'au cœur de toutes les questions agricoles, les questions politiques sont présentes, parce qu'il n'y aura pas de possibilité de gérer l'eau si la question politique n'est pas posée, il n'y aura pas de possibilité de gérer le foncier si la question politique n'est pas posée, et donc je pense que l'avenir de l'ensemble de nos sociétés, c'est à nous de le prendre en main. Et surtout d'être inventif dans ce domaine. Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à ces questions. Je crois que personne n'aurait pu imaginer il y a 200 ans que nos modes de production, toutes catégories confondues, hein, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient industriels ou artisanales, personne n'aurait pu imaginer ça. Il y a eu des délires futuristes, mais rien ne s'est produit dans les mêmes termes. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme maintenant. Voilà, et ça, je crois que c'est vraiment la donnée de ces, allez, on va dire, 30 dernières années, en gros, que le mode de production qui est le nôtre n'est plus possible, parce que la variable d'ajustement n'est plus la conquête des territoires nouveaux, n'est plus la mise en culture de territoires nouveaux. Hein, le Brésil a largement mis en culture quelques dizaines de millions d'hectares il y a 30-40 ans, le fait encore un peu, mais de façon beaucoup moins active, a pris conscience aussi que ça ne pouvait pas être une solution viable de déforester, de remettre en culture. Ça se produira encore, hein. Il est très probable qu'en Afrique il y ait des opérations de mise en culture, parce que c'est un territoire qui est fragile politiquement, qui est fragile économiquement, et que donc il va attirer nécessairement les investisseurs internationaux pour conquérir encore à la marge, mais la solution ne sera pas celle-là. Donc la solution, elle nous appartient à tous, hein, dans ce qu'on va défendre politiquement, dans nos actes quotidiens de consommation. Ça, je crois que aussi, la chose politique est une chose collective, mais individuellement, ce qu'on fait a aussi une incidence. Nos emplettes sont nos emplois un peu aussi. La façon dont on consomme a nécessairement un impact sur le développement de nos sociétés. Dans le domaine agricole comme ailleurs, hein, et peut-être plus là qu'ailleurs. Voilà, donc quelques mots d'un paysan qui a essayé de vous apporter ses réflexions sur la fin de ce mirage, la fin de cette agriculture moderne qui allait tout résoudre, et puis d'essayer de réinventer le monde de demain. Voilà, merci. Il faudrait que les gens qui parlent au microphone pour des questions, les gens qui veulent poser des questions parlent au microphone, ça ne passera pas sur les D'accord. Oui. Oui, moi j'ai une petite question vite fait à poser, quoi. Bonjour, merci d'être venu.
ma question est au sujet des OGM. Parce qu'en France, apparemment, ça c'est interdit, quoi. Mais partout en Europe, pratiquement, c'est permis. Alors, il faut savoir que moi, j'arrive pas à imaginer qu'on ne puisse pas être contaminé un peu partout avec les vents, les courants d'air et tout ça. Moi, je pense qu'on va finir par être contaminé partout, quoi. Est-ce que c'est juste une vision, une vue de l'esprit? Est-ce que ça correspond à une réalité quelconque? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et voilà ma question. Tu veux peut-être cumuler quelques questions avant de répondre, quoi? Oui, en te répondant, je vais commencer par essayer de rectifier un oubli qui est de me présenter. J'aurais peut-être pu commencer par là. Oui, excuse-moi. Donc voilà, frère de ce jeune homme, Philippe Collin. Moi je suis paysan dans l'Yonne depuis, pas toujours mais presque, hein. Donc sur une ferme céréales et production laitière. Et nous faisons de la transformation laitière également. J'ai, dans une vie antérieure, été porte-parole de la Confédération paysanne. Je suis vice-président de ma coopérative, qui est une coopérative de collecte de céréales biologiques. Voilà, en gros pour me présenter. Donc sur notre ferme, on est 4 associés. Il y a 7 personnes qui travaillent au total sur 320 hectares. Donc voilà, schématiquement le mode d'agriculture qu'on pratique chez nous. Donc voilà. Alors je vais essayer de répondre à ta question. D'abord, tes informations sont inexactes parce que les OGM ne sont autorisés à la culture qu'en Espagne. Et je crois en Hongrie, mais il s'en fait quasiment plus. Donc ça c'est la première chose, hein. Donc il y a une vieille bagarre par rapport à ça. Les graines de maïs, rassure-toi, ça vole pas comme ça dans l'air, hein. Puis en plus le maïs, puisque c'est quand même l'essentiel des plantes OGM, sont des plantes à destination des animaux. Il faut le savoir aussi, hein, dans cette grande entreprise d'appropriation du vivant que sont les organismes génétiquement modifiés, qui n'ont d'autre finalité que d'assurer les royalties à leurs inventeurs, Pioneer, Monsanto et consorts. Donc, ces OGM massivement ont été mal accueillis, notamment en Europe, parce que la question justement de la privatisation du vivant s'est posée. Et puis surtout, ça c'était prévisible, mais c'est que les OGM c'est plus un problème qu'une solution. Il y a 20 États des États-Unis dans lesquels les mauvaises herbes sont devenues résistantes au Roundup, le fameux herbicide de chez Monsanto. Et donc les farmers américains qui produisent du maïs sont obligés d'aller à la main arracher des plantes qui sont devenues résistantes au Roundup. Moi j'avais vu déjà il y a quelques années des plantes qui passent à 1 mètre au-dessus du maïs, hein, déjà c'était les tout débuts des résistances au Roundup. Et donc ils ont continué de mettre du Roundup. Le prix de la semence de maïs a été multiplié par 4 depuis une vingtaine d'années. Donc les farmers n'en ont pas profité. Et puis maintenant ça ne marche plus. C'est-à-dire que le Roundup n'est plus une solution, donc ils réintroduisent d'autres herbicides que le seul Roundup pour essayer de lutter contre les mauvaises herbes qui sont devenues résistantes. Donc les OGM sont un problème, ce n'est pas une solution. Alors évidemment, les scientistes disent oui, mais demain on va trouver d'autres OGM. Mais non, parce que le vivant c'est un truc terrible. C'est que ça se reproduit tout seul et puis qu'on ne prévoit pas tout. Parce qu'on arrive encore globalement avec beaucoup de difficultés à programmer ce qui se passe sur une chaîne de montage de bagnoles, mais dans la nature c'est vachement compliqué. Donc les OGM, je pense que sous la forme qu'ils avaient, on va dire dans 20 ans on n'en parlera plus. Parce que après ce mirage, mais tout ça c'est sur un fond idéologique, c'est le terreau idéologique de la science triomphante, de la capacité de l'homme à dominer la nature. Toute cette idée-là, elle est contenue dans les OGM. Ok, attends. Monsieur, s'il vous plaît. Oui.
Voilà, toi après vous. Oui, bonjour. Alors, j'ai peut-être pas besoin de ça. Mais si, parce qu'il faut que ça passe par YouTube. D'accord. Oui, je recherchais, justement, vous parliez de ce qui était, de ce qui fut le passé, de l'évolution, et puis où nous en sommes maintenant. Et où nous en sommes maintenant, il y a deux choses qui me paraissent être des voies. Bon, avec des points d'interrogation, bien sûr. Notamment une qui serait la permaculture, parce qu'on obtient quand même des rendements qui sont... Vous avez évoqué justement la rentabilité, la productivité, etc. Et on obtient des rendements qui sont avec des coefficients qui sont quand même assez élevés et assez étonnants. Également, vous avez évoqué, là je reste, si vous voulez, dans le périmètre permaculture, le fait que pour dégager les terres, il fallait effectivement supprimer des bois. Et il y a des études qui sont faites actuellement en Australie où ils font de la culture sous bois, qui donne de pas trop mauvais résultats, parce qu'ils la combinent, si vous voulez, avec des croisements. Ils font de la recherche génomique en quelque sorte, et avec la combinaison des deux, en sous-bois, on peut obtenir déjà de bons résultats. Et le second point qui peut paraître, si vous voulez, antinomique à la permaculture, qui pourrait être aussi une solution, mais la question est posée, est ouverte, tout le monde peut essayer d'y réfléchir, c'est la culture hors sol et les cultures sous abri, qui ont également des coefficients de rendement étonnants. Alors, est-ce que, si vous voulez, dire que est-ce que ça ne pourrait pas résoudre, je dirais, les problèmes que nous rencontrons actuellement sur un court terme, c'est-à-dire 5 ans, ou mettons plutôt un long terme, il faudrait plutôt 10 ans. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Il y a un ensemble de techniques qui sont soit à l'étude, soit déjà développées. La permaculture, ça fonctionne. Alors ça fonctionne plutôt pour du maraîchage, pour des cultures intensives en main-d'œuvre. Pas pour des cultures qui utilisent beaucoup d'espace. On ne fait pas du blé en permaculture, ou alors faut me le montrer tout de suite, je suis curieux. Parce que ça nécessite une grande quantité de copeaux de bois, notamment pour cette partie-là. Donc il n'y a pas une solution surtout. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut éviter comme écueil. Il n'y a pas un système qui va assurer à lui seul un bonheur radieux pour l'humanité, quoi. Et donc les cultures sous pénombre, oui, il y a des plantes qui sont adaptées à la pénombre et d'autres qui ne sont pas adaptées du tout à la pénombre. Donc on peut mettre un parapluie ou un parasol sur le blé, il ne va pas pousser. Donc il y a des cultures qui sont adaptées beaucoup plus pour pousser en sous-bois qu'en plein soleil, par exemple. Ça c'est sûr. Le caféier, notamment, est une plante plutôt de pénombre. Et moi j'avais rencontré au Brésil un gars qui nous parlait de l'agriculture naturelle et donc il nous racontait les différentes façons qu'il y avait par exemple de faire pousser du café. Donc il dit voilà, il y a deux solutions. La première, vous venez avec 2 bulldozers, vous mettez une chaîne de 200 mètres entre les 2 bulldozers, vous descendez dans le cerrado et puis vous poussez tous les arbres arrachés au bout du champ, et puis vous avez fait place nette, vous plantez du caféier tous les 2 mètres, je crois, un truc comme ça, enfin peu importe. Vous les taillez, comme ils sont en plein cagnard et que le sol il est quand même assez pauvre, vous mettez les tuyaux d'irrigation. Comme vous l'avez taillé, il se chope toutes les maladies possibles et imaginables parce que c'est une plante de pénombre. Du coup, vous le traitez. Votre caféier, au bout de 5 ans, il est mort. Vous arrachez tout, vous en plantez les autres. Puis il dit autrement, vous essayez de valoriser au mieux la forêt locale, vous semez vos caféiers comme ça à la main, vous enlevez les arbres qui sont autour, qui sont concurrents, parce que dans la nature, c'est à peu près comme les gens, comme dans l'espèce humaine. Il y a des gens qui sont faits pour s'entendre, puis d'autres, visiblement, qui ont plus de difficultés à s'accommoder les uns les autres. Et donc, il utilisait cette image, donc il y a des plantes qui sont naturellement allélopathiques d'autres,
Ça, c'est un truc qu'on commence à comprendre, enfin à essayer de comprendre, pour imaginer des successions de cultures dans lesquelles on ait beaucoup moins de problèmes de lutte contre les plantes non désirées. Moi, j'essaye de ne pas parler de mauvaises herbes, même si ça parle plus, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des plantes qui ne sont pas désirées. C'est pas la même chose qu'une mauvaise herbe. Et donc voilà, il y a des plantes qui sont plus capables, parce qu'elles produisent des toxines, d'empêcher les autres de pousser que d'autres. La luzerne, par exemple, vous semez une luzerne, ben vous semez du blé l'année qui suit une culture de luzerne, vous avez très peu d'herbes non désirées en dehors du blé. Donc il y a des phénomènes qu'on connaît depuis les temps immémoriaux déjà, puis il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se garder de dire il y a une solution. Donc la permaculture, c'est des techniques qui sont intéressantes. Il y a énormément de techniques intéressantes aujourd'hui, justement, pour essayer de limiter les intrants, pour essayer d'économiser l'eau, plutôt que d'aller construire une mer intérieure pour arroser des cultures qui n'en ont pas besoin, parce qu'on les a rendues uniquement dépendantes de l'eau, parce qu'on veut faire 100 quintaux, alors que la plante, elle peut en faire peut-être que 25. Enfin voilà, il y a des adaptations au territoire, au sol, à l'environnement, qui sont indispensables pour avoir une agriculture qui soit à peu près intelligente, si ce mot a encore un sens. Donc voilà, les techniques, elles sont évidemment variables selon les latitudes, selon les longitudes, selon la pente, enfin voilà, il y a une grande diversité du monde, et je crois que c'est ce qu'on doit veiller à faire, c'est bien essayer de valoriser ce qu'on a localement, quoi. Pas essayer de reproduire, comme on le fait avec le maïs soja Torillon, et T-Bones, le même mode d'alimentation sur toute la planète, avec Pioneer qui vend de la semence, Monsanto qui vend son pesticide, et ils peuvent inverser les rôles, et puis derrière le même mode d'alimentation carnée avec les mêmes Walmart qui distribuent la même bouffe partout, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut absolument qu'on s'extrait de ces modes d'organisation, de production et de distribution si on veut avoir quelque chose d'un peu plus intelligent. Mais n'est-on pas en train justement de se dégager de ces schémas de pensée et d'aller vers de nouveaux paradigmes? Vous voyez très bien, si vous voulez, et tout le monde le voit, que maintenant, si vous voulez, le bio commence à décoller. Au niveau de la santé, par exemple, vous avez d'un côté la médecine allopathique qui commence, si vous voulez, à perdre un petit peu de ses crédits, au profit, si vous voulez, de la phytothérapie, etc. etc. Bon, d'autre part, donc, si vous voulez, ça va un petit peu, je dirais, à l'encontre de ce mode de pensée qui est resté, je dirais, pendant des siècles, où il fallait toujours plus grand, en surface, pour obtenir ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, enfin, c'est un point de vue très perso, hein, qu'on ne peut pas faire autant sur plus petit, parce qu'on n'aura pas les mêmes demandes. Oui. Parce qu'il y a une évolution, si vous voulez, de la consommation, du mode de pensée, du mode de relation à soi, du mode de relation également à la nature, puisqu'il y a l'écologie humaine, enfin bon, il y a tous ces schémas-là qui viennent autour. Alors, je partage, mais je mettrai quelques bémols. D'abord parce que l'agriculture biologique qui vient d'être évoquée, pour l'instant, elle n'est pas encore extraite complètement des modes de production agricole antérieurs. On n'a encore pas de matériel végétal, par exemple, ou animal qui soit vraiment adapté à d'autres modes de production. Donc hélas, on reprend la sélection végétale telle qu'elle a été faite depuis 150 ans avec les modes d'appropriation tels que je les ai évoqués. Et pour l'instant, il faut qu'on réinvente d'autres modes de sélection qui soient non pas de faire comme on le fait avec nos non-variétés, j'utilise le terme de non-variété, parce que le terme de variété voudrait dire que l'ensemble est varié, mais pas du tout. Quand vous semez une soi-disant variété de blé, vous semez la même plante, elles sont toutes à peu près identiques. Donc, il faut qu'on réussisse à trouver, je prends le blé parce que c'est une culture qui parle un peu sous nos climats, des blés populations, qu'on va sélectionner, qu'on va améliorer, mais depuis que l'homme a inventé l'agriculture, il a sélectionné, il a essayé d'améliorer la productivité de son travail. Donc moi, je ne trouve pas ça abominable.
Ce que je trouve en revanche, c'est là que je mettrai le bémol, pas inquiétant encore, mais en tout cas un des écueils dans lequel on risque de tomber, c'est que l'agriculture biologique effectivement fait partie des secteurs qui se développent et que les marchands de pesticides, ils ont compris ce qui est en train de se passer. Donc ils se disent, de toute façon, nous finalement, vendre des pesticides, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du profit. Si on peut le faire avec autre chose, on va le faire avec autre chose. Donc aujourd'hui, ils en font avec des bonnes molécules chimiques qui sortent de leur bon laboratoire, mais ils sont partis à l'offensive de tous les décideurs politiques, de toutes les hautes administrations, de tous les milieux scientifiques pour leur dire que « Ah oui, mais attendez, on ne peut pas laisser quand même les produits naturels comme ça dans la main de n'importe qui ». Donc on va mettre en place des process de production de purin d'ortie, de purin de prêle, de ceci, de cela. Donc il y a eu une loi française sur les produits naturels peu préoccupants, les PNPP, donc qui permet pour l'instant justement de s'affranchir des droits de propriété intellectuelle sur le purin d'ortie. Je prends cet exemple-là aussi, hein, c'est pour illustrer, parce qu'on peut décliner, mais vous voyez fleurir, enfin notamment dans la presse professionnelle on voit ça, ce qu'on appelle les produits de biocontrôle. Mais derrière, quand on connaît la façon dont nos sociétés fonctionnent, derrière les produits de biocontrôle, on va voir toute la normalisation qui va se mettre en place, et puis ceux qui vont arriver pour dire « Ah, attends, là, moi j'ai un trichogramme à te vendre qui va permettre de lutter contre la pyrale du maïs. » Ça marche très bien, hein. Il y a 40 ans qu'on connaît le principe, ça fonctionne beaucoup mieux que le maïs BT. Et alors, il suffit de mettre, je ne sais plus combien c'était, une vingtaine de capsules par hectare de maïs, et vous avez le trichogramme qui est donc un parasite de la pyrale du maïs, la dite pyrale de maïs qui fait que la tige du maïs elle casse. Donc, le penchant naturel, entre guillemets, aujourd'hui de tous les lobbies de l'agrobusiness, c'est de se dire, attendez, le monde est en train de changer, préparons-nous, et essayons de bétonner les règlements, les lois et les administrations pour qu'on ait le véritable contrôle sur les produits de biocontrôle. Et du coup, on fera une agriculture biologique. Je noircis le tableau, hein, mais parce que parce que il faut être prudent dès aujourd'hui. Parce qu'une fois que le doigt va être mis dans l'engrenage de la certification, de la normalisation du purin d'ortie, eh bien c'est fini. L'ortie fera l'objet d'un droit de propriété intellectuelle parce que, et ça faut le savoir, c'est que autant les OGM sont un peu mis sur la touche. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'engouement qu'il y en avait, mais il y a derrière une loi, enfin une directive européenne qui permet de breveter la découverte des gènes, pas les gènes, la découverte du gène. Peut faire l'objet d'un brevet. Donc si tu découvres que dans l'ortie, il y a le gène machin qui est propriété de monsieur, je sais pas quoi, Bayer, tiens au hasard, eh bien, donc Bayer peut se dire, ah attendez, vous ne pouvez pas faire votre purin d'ortie sans me payer vos royalties, parce que moi j'ai découvert le gène qui est dans l'ortie, dans telle souche d'ortie, et ça c'est en train de se mettre en place. Donc, il faut être très vigilant. C'est pour ça que j'ai posé dans les questions agricoles la question politique, la question économique et des rapports sociaux qui sont derrière, parce que ceux-là sont essentiels. Et fort heureusement, sur cette question des OGM, heureusement que l'ensemble de nos concitoyens s'est un peu intéressé à la question, parce que si on avait laissé les questions agricoles uniquement aux mains des paysans, il y aurait des OGM partout. Moi, c'est aussi toujours les OGM. Je me dis un truc tout à fait basique, c'est-à-dire que comme la population mondiale augmente de plus en plus, il faudra les nourrir. Donc pour ça, il faut produire plus. Donc les OGM, ça peut aussi servir à ça. Non. Non. Les OGM sont un problème et pas une solution. Deux choses. La première, c'est qu'il se produit environ 2,2 milliards de tonnes de céréales dans le monde. En gros, toutes graines confondues. Hein. Là-dessus, il y a déjà 10% qui part pour faire des agrocarburants. Environ 200 millions de tonnes, qui fait de l'éthanol, maïs, qui fait du diester bien de chez nous, là, enfin même plus, parce que comme on n'arrive plus à produire du colza, donc on apporte de l'huile de palme pour faire du diester, ça c'est une réalité. Hein. Le port de la Med, au bord de la Méditerranée, a été recyclé par Total pour apporter de l'huile de palme, pour faire du diester, pour faire rouler nos bagnoles en Europe. Bon, ça, faut le savoir. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc produire plus, déjà, si on arrêtait de faire rouler les bagnoles avec des graines, ce serait déjà pas mal.
Donc il n'y a pas besoin de produire plus. Et puis, les OGM aujourd'hui, ils ne servent pas à nourrir les humains, ils servent à nourrir des animaux. L'essentiel, les États-Unis produisent à peu près 350 millions de tonnes de maïs. En gros, hein, ça varie de 50 millions de tonnes d'une année sur l'autre. Il y en a 150 millions de tonnes qui sont transformées en éthanol. Les résidus d'éthanol servent à alimenter les bestiaux. Et le reste du maïs, il est consommé à l'état de graines par les cochons, par les poules, de façon massive, et un peu par les vaches, mais surtout par les omnivores. Et on nous dit quoi? On nous dit qu'aujourd'hui, il faut faire, alors si on, je n'ai pas trop développé ce sujet-là, mais ça mérite qu'on s'y intéresse quand même, par rapport à cette question de l'animal, toujours. On a inventé dans la sélection animale, mais qui n'est pas le produit que des paysans. Le monde scientifique s'est jeté à corps perdu pour améliorer depuis 50 ans la productivité de la poule, qui a augmenté d'un œuf par an depuis 50 ans le nombre d'œufs totaux pondus dans une année par les poules. Ça, c'est le produit de la sélection génétique. L'INRA a fait des hybrides poules, et d'une poule qui faisait 200 œufs à peu près il y a 50 ans, maintenant elle fait 250 œufs, 260 œufs par an. L'ordre de grandeur, il est celui-là. Je peux me tromper de 10 œufs par an, mais je ne suis pas aviculteur. L'ordre de grandeur est celui-là. Mais sauf que pour faire ça, on a fait une poule qui est un peu comme les Holstein, pour ceux qui savent ce que c'est que la vache à lait. Donc on a fait une poule, non pas avec un gros pis, mais avec une capacité de produire beaucoup d'œufs, mais qui n'a que des ergots et un bec, mais absolument pas de viande. Donc vous avez vu ces scènes d'épouvante où on montre le broyage des poussins mâles des races de poules pondeuses. Et de l'autre côté, vous avez des poulets de chair qui ne tiennent plus sur leurs pattes parce qu'ils font 3,5 kg. Il faut qu'ils soient nourris en 37 jours, 35 jours pour les modèles intensifs. Hein, entre la naissance du poulet et l'abattage, c'est 35 jours. Et ceux-là sont incapables de faire un œuf dans leur vie. Voilà. Donc ce modèle qui est complètement fou, c'est celui-là qui déplaît aujourd'hui à une part croissante de la société. Parce que derrière, on est obligé de couper le bec des poules. Enfin, moi, j'ai vu le reportage sur Arte l'autre jour, et c'est vrai que ce modèle, quand on le regarde, il est effrayant. Mais c'est un modèle dans lequel tout le monde s'est complu. On se complaît d'acheter de la découpe de poulet, mais non, le poulet, quand on le tue, on ne tue pas que le blanc et la cuisse. On le tue en entier, donc il faut manger l'ensemble du poulet. Ça évitera quand même d'aller envoyer les ailes et la carcasse en Afrique qui concurrence au Sénégal la production locale de poulet. Donc, on aura tous assez à manger. Il y a de quoi nourrir la planète, sans aucun problème, mais différemment. Mais surtout pas en engraissant Bayer et Monsanto. Oui, je voulais poser une question intéressée en tant qu'enseignant, en fait, mais pas dans le domaine. Où en est en fait l'enseignement agricole en France? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des inflexions dans cet enseignement et évidemment dans le bon sens? C'est timide, hein. C'est timide. À chaque fois que je pose cette question-là, on me dit « Ah non, mais les contenus de programme sont en train de changer, tout ça. » Et en fait, ça ne change pas très vite. Moi, on a eu l'année dernière, il y a 2 ans, un gamin qui était en apprentissage. Et en fait, quand il disait à ses copains, et encore, il était au lycée à Besançon, hein, donc c'est quand même pas encore les zones les plus industrialisées en matière de modèle agricole. Et quand il disait à ses copains qu'il était dans une ferme bio, et ils arrivent à produire, ils font un peu quelque chose. Enfin, il y a encore cette image, mais notamment dans le milieu paysan, hein, milieu qui reproduit de façon certaine l'espèce des paysans productivistes, intensifs, mais je veux dire, c'est pas des gens qui sont mauvais entre eux, c'est pas ça le sujet. C'est un produit social, politique, économique, sur lequel on peut éventuellement revenir, mais qui ont intégré l'idée que de toute façon le modèle c'était faut mettre beaucoup d'azote, faut mettre beaucoup de pesticides, faut mettre ceci parce qu'on a une mission à assumer. Et donc les contenus de formation n'ont pas changé suffisamment. Il manque notamment dans l'approche de l'agroécologie chère à notre ministre de l'Agriculture toute la dimension sociale et la question de la propriété foncière, enfin tout ce qui permet d'avoir
un développement d'une agriculture un peu plus pertinente qui a été présentée par Olivier de Scooters, qui était l'ancien rapporteur spécial auprès des Nations Unies pour les questions alimentaires, qui est un mec vraiment très bien, hein, qui dit de toute façon 70% de l'alimentation de la planète n'est pas faite avec des OGM, mais est faite avec l'agriculture familiale. Donc l'essentiel de la planète aujourd'hui se nourrit avec des modèles d'agriculture qui sont tout sauf des modèles d'agriculture concentrés, hein, et donc l'enseignement agricole, il est loin d'avoir intégré ça, parce que d'abord, il faut du temps pour former les enseignants, qu'aujourd'hui, ils sont tous ballottés entre les différents lobbies qui disent non, quand même, il y a des intérêts économiques en jeu derrière, il y a toute la filière. Moi, j'ai entendu les communications du ministère qui dit « Ah, la filière semences française, c'est l'excellence, on vend je ne sais plus combien d'excédents commerciaux de semences à travers le monde ». Donc, toutes ces pressions-là, elles s'exercent, et donc elles sont nécessairement de nature à influencer les contenus de formation, sans oublier quand même que dans les conseils d'administration de lycée, et a fortiori dans ceux qui contribuent aux fermes des lycées agricoles, sont présents le lobby de la FNSEA, pour ne pas les nommer, s'il y en a dans la salle, ce sera un vrai plaisir, mais qui ont énormément de réticence à changer les modes de production, parce que c'est douloureux pour eux, mais je leur en veux pas, quoi, hein. C'est des collègues paysans aussi, hein, donc loin de moi l'idée d'en vouloir aux personnes, mais il y a une inertie des modes de production agricole qui fait que ça va pas changer comme ça, quoi. Oui, juste un petit mot sur ce que vous venez de dire, parce que je me suis battue à un moment dans un bassin versant à cause des problèmes de nitrate. Et finalement, ce qui fait poids dans la balance, c'est effectivement une mobilisation des gens, quelques procès parfois. Je sais qu'il y en a eu un dans le bassin de l'Arille, notamment, qui a eu un certain succès. Il y a eu aussi des actions du côté de l'Eure-et-Loire avec les grands céréaliers. Et quelque part, ça fait avancer la discussion. Et en, je dirais, 4-5 ans de temps, lors de mes réunions, petit à petit, j'étais un petit peu plus prise au sérieux quand je disais qu'il était temps quand même de travailler sur les nitrates dans cette région. Donc je pense qu'on progresse, mais malheureusement, vous avez parlé des lobbies, et c'est vrai, et je pense qu'en face des lobbies, puisqu'on n'a pas l'argent, il faut au moins que nous, on se mobilise. Et ça, c'est vital. Mais ça, c'était juste une remarque pour appuyer un peu ce que vous disiez. Moi, j'ai une question, c'est sur la crise notamment du monde laitier en ce moment, notamment dans notre région à nous, alors qu'on a quand même fait quelques efforts, puisqu'on a sauvé une vache, la vache normande, qui était en voie de disparition, qu'on l'a sauvée parce qu'on apporte des subventions, mais je pense que ça ne suffit pas, parce que si la subvention ne permet pas à l'agriculteur, à l'éleveur de vivre, il ne vivra pas, et il ne gardera pas la vache. Et je pense qu'au même moment, on a quand même su mettre à niveau les 4 fromages AOC de la Normandie, donc, auquel on a fait pas mal de publicité, donc on a réussi derrière à avoir une économie qui s'est développée. Mais ce monde laitier en ce moment, est-ce qu'il n'est pas en train de vivre quelque chose, moi c'est l'interrogation que j'ai, quelque chose qui ressemble aux unclosers du 18e, 19e siècle en Angleterre, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une reconcentration avec une disparition d'un certain nombre d'agriculteurs pour les besoins de la cause de ce qui est devenu une industrie agricole et plus tellement une agriculture réfléchie, pour ne pas dire raisonnée, parce que c'est un terme qu'on utilise autrement. Voilà, moi c'est un peu ma question. Est-ce qu'on n'est pas en ce moment, je suis un peu pessimiste, mais en train de voir disparaître des agriculteurs ou des éleveurs parce que ça arrange effectivement les Bayer et Monsanto, pour citer que ceux-là. J'ai du mal à être très optimiste par rapport à ça, je suis désolé. Il m'arrive d'aller à l'Observatoire européen du marché du lait, qui est un comité Théodule qui est réuni tous les mois, tous les 2 mois par la commission, qui nous fait une présentation de l'état des marchés des produits laitiers en Europe, dans le monde, tout ça. Et donc la première fois où ce machin, il a 2 ans, 3 ans d'existence, un truc comme ça, ce fameux observatoire du marché du lait. Et la première fois que ça s'est réuni, l'une des fonctionnaires de la commission nous dit oui, les quotas laitiers vont être supprimés au 1er avril 2015. Il faudra que les producteurs s'habituent parfois à vivre avec des prix de survie. Alors là, c'est une formule qu'elle n'aurait jamais dû prononcer, parce que je lui resserre à chaque fois que je la croise et je lui demande si elle vit avec un salaire de survie. De façon certaine, non. Mais je veux dire, ça prouve un peu l'arrogance et je dirais même la méchanceté
de certains de ceux qui sont normalement à notre service, qui n'ont pour eux seul, enfin c'est la pure idéologie, au service alors du lobby agricole un peu, mais surtout de tout l'appareil agroalimentaire, parce que qui a intérêt à effondrer le beurre, de la poudre et de lait? Alors la question est intéressante. J'avais lu il n'y a pas très longtemps une idée que je trouve assez pertinente, c'est que la Chine est arrivée en 2012-2013 massivement sur le marché de la poudre de lait pour faire monter les prix. Donc les Chinois, ils ont acheté. Et là-dessus, comme on n'est quand même pas entouré que de génies dans l'agriculture, et notamment les fonctionnaires européens qui nous disent « Ah, génial, les Chinois achètent, faites du lait, faites du lait, faites du lait ». Alors Sodial, premier grand groupe coopératif laitier en France, dit « Ah, attendez, les Chinois achètent, on va faire une tour de déshydratation là-bas à Carhaix, en Bretagne, et puis on va vous filer du droit à produire en plus, donc on va vous mettre du quota B. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas le même prix. Le A est mieux payé que le B, mais dans un marché qui se porte bien, le B est pas si mal payé que ça. Et du coup, la moyenne des deux fait un prix à peu près convenable. Donc certains y ont cru. Et puis les Chinois, une fois qu'ils ont rempli les frigos, mais ça, ils avaient déjà fait ça en 2008, parce que j'ai vaguement évoqué la crise les révoltes de la faim de 2008, mais il y a eu le même phénomène sur le riz. Ils ont acheté, stocké, puis une fois que... Mais c'est un peu l'histoire du sucre, si vous avez l'occasion de revoir ce film de Jacques Ruffio, là, il n'y a plus de sucre. Tout le monde achète, et Piccoli, à la fin, dit « Ça y est, il y a du sucre ». Bon, les Chinois, ils ont fait pareil avec la poudre de lait. Et donc, tout le monde a arrêté d'acheter en même temps. Du coup, le poudre de lait s'est cassé la gueule. Et du coup, tout le monde se retrouve sur la planète, notamment en Europe, parce que c'est l'Europe le pire. Dans le reste du monde, la crise est beaucoup moins violente. Les États-Unis, c'est un marché hyper protégé. Ils sont beaucoup moins débiles que les instances européennes. Et du coup... on se retrouve à une situation assez singulière où il y a 18 mois, Phil Hogan, notre cher commissaire européen à l'agriculture, que j'interrogeais sur le fait qu'ils avaient supprimé les quotas laitiers, qui est un outil formidable de maîtrise des volumes. Il dit non, mais de toute façon, cette période est finie, nous avons toutes les cartes en main. Ils avaient tellement toutes les cartes en main qu'ils ont été obligés de stocker 350 000 tonnes de poudre de lait qui sont actuellement dans les frigos, ce qui fait que, et dans les hangars. Donc à chaque fois que le prix du lait va avoir tendance à remonter, hop, on met de la poudre de lait sur le marché pour continuer de tasser le prix. Alors c'est pour ça que j'ai du mal à être vraiment très optimiste par rapport à cette situation-là, parce que tout le monde n'aura pas la capacité de résister le temps qu'il faut avant que le prix du lait remonte, ça j'en ai bien conscience, mais ça c'est un produit politique, au service de l'industrie agroalimentaire, qui se préoccupe absolument pas du tout du fait que le paysan il ait à manger ou pas. Moi, j'ai rencontré le directeur de la communication de chez Lactalis, là, qui s'est offusqué. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage qui était passé sur France 2, là où ils étaient donc allés voir M. Emmanuel Beignet, et donc lui, il a porté plainte pour violation de domicile, mise en cause de la vie privée, patati patata. Puis je lui dis, mais au fait, le lait français, ça représente combien pour le groupe Beignet? Bon, il me dit 22%. Ben, je dis, alors tu t'en fous du lait français? J'ai coté les AOC qui te permettent d'avoir l'image, les quelques grandes marques qui permettent au nom des qualités qui sont reconnues incontestablement au niveau international, de la qualité, du savoir-faire, de la sécurité alimentaire, bactériologique, enfin dans tous les domaines, qui est un élément incontestable pour vanter les produits français. Je dis donc, une fois que tu es assuré d'avoir cette image-là, puis tu n'en as rien à foutre, tu vas faire produire ton lait en Ukraine, à Tataouine, en Argentine, n'importe où, et puis tu vas vendre ce lait-là, y compris ce lait en poudre, parce que du lait liquide, il ne s'en vend pas dans le monde. Il se vend du beurre, de la poudre, il ne se vend pas de lait liquide, ou très peu. Et donc, pour faire votre chocolat au lait, pour faire le beurre, pour faire vos croissants à la cafette du coin et ainsi de suite, le beurre, il peut venir de Nouvelle-Zélande, il peut venir de n'importe où, il n'est pas obligé de venir de Normandie. Et fait avec des bonnes vaches normandes, après avoir renormandisé les troupeaux, comme je connais un peu la situation. Donc ça, là oui, mais là encore, c'est une question politique. C'est la volonté effrénée
de mettre en concurrence internationale l'ensemble des agricultures du monde, qui est quand même l'un des secteurs qui a été le plus mis en concurrence internationale. C'est pas pour rien qu'on a mis en place des soutiens directs, c'est parce que c'est le secteur qui le premier a été jeté en pâture dans le commerce international, et depuis bien avant la politique agricole commune. Donc oui, pas beaucoup de raisons d'être optimiste, à court terme au moins. Hein, mais voilà, moi je suis producteur de lait aussi, mais donc je m'intéresse à la question, oui bien sûr. Il y a des questions? Bah oui, non mais j'arrive pas à être menteur, donc... Mais alors, si je comprends bien, donc, moi je voudrais revenir sur le foncier. La solution, donc, ce serait la nationalisation intégrale des sols. Oui, mais alors... On va pas le dire comme ça. On va pas le dire comme ça. Mais à terme, oui. À terme, il n'y a pas de sens d'avoir de la propriété privée de la terre agricole. Il n'y a pas de sens de rendre un droit marchand à une terre qui n'a jamais rien fait pour être ce qu'elle est. Hein, les moines défricheurs ont enlevé les arbres il y a déjà 1000 ans. Donc la terre elle a pris de la valeur à partir de ce moment-là. Et depuis, elle n'a de valeur qu'à partir du moment où on la travaille. Donc la question qui se pose, c'est le droit d'accès. Celui-là, il doit être encadré. On a quand même un vrai problème en France, c'est la capacité qu'on a à gaspiller de la terre agricole. Mais, sur beaucoup d'endroits. Hein, c'est vrai dans les zones les plus densément peuplées, mais dans les zones sont moins peuplées, on en gaspille encore plus proportionnellement. Hein, vous regardez une carte de France avec le pouvoir qui a été donné aux collectivités territoriales de faire des zones d'activité, des zones industrielles, des zones artisanales, des zones à construire. Toutes ces terres-là sont retirées de l'agriculture. Et puis vous avez tout le mitage. C'est-à-dire celui qui est en non constructible aujourd'hui, qui se dit attends, je suis assis sur un tas d'or, parce que potentiellement un jour ce sera constructible, et à ce moment-là, bingo, jackpot. Donc on pourrait déjà imaginer sur cet aspect-là de foncier, la partie changement d'usage pour l'urbanisation, taxée à 90%, un truc comme ça, enfin une taxe confiscatoire, qui permette de ne pas encourager cette spéculation effrénée, puis qui permettrait de valoriser ces terres qui sont du mitage, mais qui permettrait d'installer des maraîchers, des fruits rouges, enfin une agriculture au cœur des villes. Alors aujourd'hui, ces terres-là, souvent, elles sont même en friche ou rien du tout, un coup de broyeur une fois par an. Ça, c'est un vrai problème qui est lié à la spéculation sur le foncier. Et puis, oui, j'aurais volontiers dit aussi qu'il fallait exproprier toutes les terres sans indemnité ni rachat, mais je ne suis pas sûr que le public soit réceptif demain matin. Donc, on pourrait imaginer un système dans lequel, alors, dans les données nouvelles par rapport à la situation d'il y a 100 ans, la valeur de la terre agricole, c'est peanuts par rapport au capital agricole. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Hein, vous prenez une exploitation ordinaire, même la mienne, la valeur du foncier par rapport à l'ensemble des bâtiments, des vaches, du matériel et ainsi de suite, c'est beaucoup moins important que ce que c'était auparavant. Donc on pourrait imaginer que quand il y a des terres qui changent de propriétaire, ben à ce moment-là, l'autorité publique, la collectivité territoriale, ça pourrait être les régions. Il y avait dans le programme de Mitterrand de 80 la mise en place des offices fonciers cantonaux. Corinne Allais lui a dissuadé de mettre en place, lui qui venait de la FNSEA. Ça s'est passé comme ça, hein, j'invente rien. Et donc qui faisait justement, qui répondait à cet objectif d'avoir une gestion collective, une appropriation collective du foncier, puis un outil pour gérer le droit d'accès au foncier. Donc on pourrait se dire, bon ben voilà, il y a des terres, il se vend 85 000 hectares de terres en France, hein, qui passent par les SAFER. C'est rien, c'est l'épaisseur du trait. Financièrement, ça coûte rien, et on pourrait transférer une partie de ces terres-là aux conseils régionaux, par le biais d'établissements publics fonciers régionaux, qu'ils ont comme outil possible. Hein. On paye des taxes locales d'équipement quand on urbanise des zones,
pour assurer, enfin il y a des taxes locales d'équipement qui sont payées, je crois, par les entreprises, pour financer donc l'achat de terres agricoles pour faire des zones artisanales, industrielles, des autoroutes, des ronds-points, voilà, des dizaines de milliers d'hectares de ronds-points en France. Et donc on pourrait très bien imaginer qu'avec cet argent-là qui est disponible, on achète le foncier agricole, donc personne n'est spolié. Voilà, la terre est vendue, il y a un acheteur, c'est la collectivité, c'est pas grave. Et puis donc on gère le droit d'accès, donc on permet d'installer des fermes de taille plus modeste, celles qu'on souhaitait, sur lesquelles on ne fera pas des OGM, mais on fera de la culture avec de la permaculture, on va inventer d'autres modes d'agricole parce qu'on sera affranchi de la possibilité que cette terre soit vendue et qu'il n'y ait pas de continuité quand on plante un arbre et puis que le suivant il dit bah, de toute façon moi j'ai acheté l'arbre avec la terre donc j'en fais ce que j'en veux. Ben non, on peut à ce moment-là rentrer dans un système dans lequel une société démocratique a un pouvoir de contrôle et d'organisation sur l'agriculture. Alors effectivement, ça ne va pas se passer demain matin, j'en ai bien conscience, mais on pourrait au moins réfléchir sur cet outil-là. Et il n'est pas question de spolier les intérêts de qui que ce soit. La terre agricole, ça vaut réellement entre 2 et 5-6 000 euros. Pratiquement, c'est vendu entre 4 et 15 000. Ça, c'est autre chose. C'est parce que les gens sont cons pour acheter ce prix-là. Mais ça vaut pas cher, quoi. Mais donc ça, c'est la question majeure, c'est l'accès au foncier. Il n'y a pas d'agriculture sans avoir résolu la question de l'accès au foncier. J'ai commencé mon propos avec l'histoire des enclosures, parce que c'est vraiment au cœur de toutes les questions agricoles. Le gouvernement a très timidement essayé d'y mettre sa patte, mais a capitulé derrière les lobbies qui se réfugiaient derrière le sacro-saint droit de propriété. Le secteur purement agricole. Parce qu'on ne peut pas gérer la forêt si on n'a pas la gestion du foncier. C'est exactement la bonne réponse. Oui, c'est la même chose que ce qui se pratique dans les Vosges pour le foncier. C'était pas une question, c'était un appui que j'apportais en disant que dans le domaine forestier, on a ce genre de pratique économique dans l'Est de la France. Maintenant, vous avez parlé du modèle à un moment de l'agriculture. Vous le disiez, la terre, elle vaut rien, sauf qu'à partir du moment où elle est vendable, et beaucoup d'agriculteurs disent c'est ma retraite quelque part. Donc c'est bien que le modèle de retraite qui est proposé, c'est pas le bon, et qu'il y a des réponses économiques en termes de retraite pour les agriculteurs pour qu'ils puissent passer la terre à des jeunes plutôt que d'accepter des pavillons s'installent sur 2000 m² où personne ne sait quoi faire de la pelouse. C'est une question qui émerge. La question de la forêt, elle revient aussi régulièrement en France. On a le plus grand massif forestier d'Europe, en France. Et on importe du bois, c'est le deuxième poste d'importation en France derrière les produits pétroliers, notamment parce qu'il y a 7 millions de propriétaires forestiers en France. Et qu'une grande partie de ceux-là ignorent même qu'il a une propriété forestière. Mais c'est vrai, hein, c'est une réalité, il n'y avait pas de critique dans mon propos, et que du coup, tu as une parcelle qui est grande comme la feuille de papier, l'autre à côté, elle a été coupée il y a 30 ans, celle-là a été coupée il y a 20 ans, et celle-là a été coupée il y a 60 ans. C'est impossible d'organiser une utilisation un peu pertinente de la forêt française, notamment par cet émiettement de la propriété privée. Et ce qui est exploité de façon relativement rationnelle, c'est les forêts d'État, les forêts des domaines, et puis quelques grandes forêts privées qui sont gérées de façon un peu plus pertinente parce que ça représente des gros massifs. Parce que quand on voit un gars avec une tronçonneuse pour aller couper un arbre au milieu d'une parcelle de 10 hectares, évidemment, personne ne va le couper l'arbre. Donc ça pose effectivement une nouvelle fois cette question de la propriété foncière. Je vais terminer. Donc, par rapport à ce que vous dites pour le foncier, moi je vis une situation qui pourrait... je suis fille d'agriculteur, nous sommes 7. Cette terre maintenant, on ne sait plus quoi en faire, parce qu'il faut que tout le monde soit vendeur au même moment, et c'est impossible. Et puis parce qu'il y a on a des locataires qu'on ne peut pas mettre dehors.
Donc en fait, là, j'ai, pas grand, hein, 30 hectares de terrain qui, depuis 5 ans, ne fait rien, ne rapporte rien, et on ne peut pas vendre. Il faudrait que tout le monde soit d'accord. Donc ce que je veux dire, ne peut pas forcément vous imposer de vendre. Non, les lois telles qu'elles sont faites aujourd'hui, quelquefois ne permettent pas non plus que des terres puissent être vendues ou... Je comprends le sens de la question. La question, elle nous ramène au statut du fermage. C'est ça qui est sous-tendu derrière votre question. Eh bien, très fréquemment en France, nous sommes en retard, on a un handicap de compétitivité. Vous avez entendu ça, hein, c'est Sarkozy qui a inventé ça, le handicap de compétitivité. Depuis, tout le monde a repris ce discours. Moi, je vais vous donner un drôle d'avantage compétitif qu'a la France, c'est qu'on est l'un des pays de l'OCDE dans lesquels le poids de la rente foncière est le plus faible. Vous allez en Allemagne, aujourd'hui, la location d'une terre, c'est entre 400 et 1000 euros par an. En France, on est 100 euros, 200 euros, avec des terres qui produisent la même chose. On a des modes d'agriculture qui se ressemblent un peu. Et pourquoi? Notamment parce que, alors, on pourra développer sur cette histoire, c'est parce qu'il y a eu en 1945 la mise en place du statut du fermage, qui permet aux paysans, pour la première fois, d'avoir une certaine sécurité et de pouvoir investir, de pouvoir acheter un cheval dans un premier temps, un tracteur ensuite, parce qu'il a la sécurité d'être encore dans la terre 9 ans après. Faut pas oublier que avant la mise en place du statut du fermage, qui a mis du temps, hein, parce que le métayage a perduré encore longtemps avant la généralisation du fermage, les paysans, ils allaient à Saint-Georges, le 23 avril, hein, donc une espèce de foire locale qu'il y avait partout, où il y avait donc les propriétaires qui essayaient de choisir leur fermier, puis les fermiers qui essayaient de trouver un propriétaire pour avoir la possibilité de semer des terres l'année d'après. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. Voilà. et donc, c'était une situation quand même qui était bigrement inconfortable pour les paysans. Donc je crois que le statut du fermage, c'est un excellent outil. Qui soit éventuellement spoliateur des intérêts du propriétaire, sans doute, mais il faut trouver un autre moyen de régler la transmission du patrimoine de ceux qui possèdent la terre aujourd'hui et qui veulent s'en séparer. Ça, je comprends. Mais en même temps, moi, je serai un défenseur acharné du statut du fermage parce que c'est le... D'abord, ça permet de sortir vraiment la question de la propriété du sol et de son droit d'usage, et éventuellement de la location nécessaire à ce droit d'usage. Qu'il y ait un fermage qui soit payé me paraît normal. Oui. Voilà. Il y a des cas où il est particulièrement bas, j'en conviens. Mais je veux dire que ça représente malgré tout par rapport aux revenus que le paysan peut tirer sur l'hectare, finalement beaucoup. Hein. Vous savez, la moyenne des revenus des céréaliers chez nous, c'est entre 100 et 300 euros de l'hectare. Donc, déduction faite, enfin le fermage, la rente foncière est déjà déduite de ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une marge de manœuvre considérable pour améliorer la rémunération du propriétaire. Hein, et si j'ai comparé la France et l'Allemagne, c'est parce qu'en Allemagne, la terre et les propriétés des familles souches qui se transmettent ça de père en fils indéfiniment. Donc il y a une transmission exclusivement filiale de la propriété foncière en Allemagne, avec ce qui génère parfois de grands domaines, ou un émiettement à l'opposé, mais pas trop parce que le droit d'aînesse fait qu'il n'y en a qu'un qui hérite. Et en France, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est une réalité, mais aux États-Unis, le poids de la rente foncière est très élevé également. Le Brésil, qui est un pays dans lequel il y a 30 ans, la terre valait rien, aujourd'hui à des niveaux qui sont supérieurs à la France. Et donc, le seul pays dans lequel le poids de la rente foncière n'a pas trop changé, c'est la France. Donc dans ce domaine, prenons ce qui marche bien, et puis essayons d'inventer pour essayer de résoudre les problèmes que vous évoquez sur la difficulté de transmettre du patrimoine. Surtout dans certaines régions, mais je veux dire, la question, c'est pas la première fois que je l'entends, mais... Le Neubourg, c'est grand, mais moi, par exemple, c'est la région de Vire, mon petit village perdu avec des bosses et des trous et des prés, c'est pareil, c'est pas facile de pouvoir dire à quelqu'un de venir s'installer là. Ouais, si en plus, il n'a pas la certitude de pouvoir s'agrandir.
Ah ben, mais oui, mais là, s'agrandir, ça dépend parce que c'est pas toujours la bonne solution non plus. Hein. Il y a énormément de modèles d'installation agricole aujourd'hui qui se font justement sur des ratios économiques qui sont tout à fait nouveaux. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, et de moins jeunes, non issus du milieu agricole, et qui sont souvent très inventifs et en rupture complète avec les modes de production qu'on avait l'habitude de considérer comme étant les seuls qui étaient pertinents. Et donc moi je vois des trucs intéressants qui se font, hein, l'expansion des paysans boulangers notamment, hein, je prends cet exemple-là, où là avec une surface relativement modeste, bah, tu transformes ton blé en pain et la valeur ajoutée tu la fais sur le pain et pas sur la production du blé. Ce que je voulais dire quand même, c'est que c'est pas normal que s'il y a par exemple 3 enfants sur 7 qui veulent vendre, ils ne peuvent pas sans que les 7 soient d'accord. Ah mais ça c'est pas une question agricole ça. Ça c'est pas une question agricole. Oui mais ça c'est aussi un problème qui fait que certaines terres restent inutilisées et non vendables. Il y a encore une question, là. Il y a une femme blonde qui veut parler. Là. Oui. Philippe, je trouvais que tu as balayé un peu rapidement cette nouvelle tendance ou mouvance d'agriculture urbaine, d'autant plus qu'en fait, un peu plus loin, quand tu parlais en fait que l'urbanisation gagne sur les terres agricoles, là, en fait, ce serait justement l'inverse qui commencerait. Enfin, l'agriculture urbaine, même si ça n'a pas un impact en termes de chiffres considérable, je pense quand même que ça peut avoir un impact très bénéfique parce que ça rapproche. Maintenant, on voit par exemple des jeunes qui ne savent pas que l'œuf, ça sort de la queue d'une poule, pour ne pas dire le lait de la vache, parce que les vaches sur les toits, je pense que ce n'est pas encore pour demain, mais quelque part, il y a une sensibilisation de la société, il y a aussi la création nécessairement de circuits courts, et très courts, quand même, pour des choses. Je trouve que tu as assez vite dit, bon, ça... Voilà. Non, ce que j'évoquais, c'était surtout les théories qui disent, de toute façon, maintenant, on va se passer de la terre agricole. C'est ça que j'ai balayé, hein, avec une certaine rapidité. Puisqu'on va faire pousser la nourriture sur les toits, on va faire des tours à patates dans lesquels on va empiler des composts à l'infini et on va nourrir les populations urbaines uniquement sans terre. Donc, mais sans ça, bien entendu en complément. Mais c'est une tendance qui est intéressante et c'est innovant. Tout à fait, tout à fait. Et l'aspect pédagogique et surtout de réappropriation collective de la question de l'alimentation, du lien avec la production, parce qu'aujourd'hui l'alimentation c'est plus qu'une question d'achat. Il n'y a plus de production. Hein, on a viré les producteurs, on a commencé par liquider l'industrie en France, on est en train de liquider les paysans de la même manière. Tout ce qui rapproche plus ou moins de la production, il faut l'évacuer. Pour ne garder, la France est en train, comme les États-Unis, mais encore ils n'ont pas tout à fait liquidé leur agriculture, de se spécialiser dans la consommation. En oubliant que de temps en temps, quand même, pour consommer, il faut produire un peu quelque chose, quoi. Mais c'est devenu tellement horrible la production, c'est pas noble hein, la production, hein, que ça soit industrielle ou artisanale ou agricole, la production c'est pas bien. Nous on est tellement intelligents, ça c'est Giscard qui avait inventé ça, et il était tellement génial qu'avec notre intelligence de nous autres Français, on a irradié le monde entier. Et les Belges ont coutume de dire d'ailleurs que vous savez comment les Français se suicident, en se tirant une balle 10 cm au-dessus de la tête dans leur complexe de supériorité. Voilà. Bon, et donc, il y a cette... Mais malgré tout, je traite avec plaisanterie cette question qui est au cœur d'une partie de la société française et qui ne sera pas vraie en Allemagne de la même manière, c'est cette volonté d'éradiquer toute la production. Et en France, on est en train de liquider la production laitière si on n'y prend pas garde. Fort heureusement, je pense que la partie signe officiel de qualité se porte bien, ou en tout cas moins mal. C'est pas vrai en Auvergne, par exemple, hein, parce qu'en Auvergne, ils ont des AOC, mais ils les vendent mal. Mais dans le domaine, dans la production laitière, il y a un exemple type qui est aux antipodes de tous les modèles économiques, c'est le lait à compter.
Le lait à compter, ils ont institué des normes de production, des cahiers des charges qui sont les plus rigoureux possibles. Et ils réduisent la quantité d'aliments utilisables par hectare. Et ça leur permet d'ajuster comme ça la production de lait à compter en fonction des débouchés qu'ils peuvent avoir. C'est un système, c'est extrêmement bureaucratique, c'est très spoliateur de l'intérêt personnel du producteur de lait à compter. Il y en a un qui a voulu enfreindre les règles et il s'est mis à acheter un robot de traite. Là, l'interprofession laitière du lait à compter s'est dit « Ouh là là là, l'image que ça va donner sur le lait à compter, c'est catastrophique ». Donc ils ont commencé à dire « On te vire du cahier des charges du lait à compter ». Et donc le gars, il a porté l'affaire au tribunal, il a gagné. Il a gagné que temporairement, parce qu'en fin de compte, le cahier des charges de l'interprofession stipule que les premiers jets, les premières gouttes de lait de la vache doivent être éliminées à la main. Donc du coup, le gars, il est avec son robot, mais il est comme un con, parce qu'il est obligé d'être au pied du robot, à attendre que la vache, elle arrive, enlever les premiers jets s'il veut respecter le cahier des charges du lait à compter. C'est encore un truc extrêmement normatif. Hein, mais qui permet d'imposer des règles, qui permet d'imposer une image, parce que la distance qu'il y a aujourd'hui entre l'homme et l'animal, entre l'éleveur et l'animal, elle est devenue telle qu'elle est devenue insupportable pour une partie de la société, et ça je dois bien le comprendre. Et justement, de garder un lien physique entre l'homme et l'animal, c'est ce qui permet aussi de légitimer de vivre avec les animaux, comme le dit Jocelyne Porcher, qui est quand même l'une des femmes les plus intelligentes que je trouve, qui a réfléchi sur la question entre l'homme et l'animal. Vous l'entendez sans doute s'exprimer dans toutes ces questions de relations élevage et éleveur. Voilà, mais ce n'était pas pour balayer cette question, mais effectivement, l'aspect pédagogique de... Mais j'ai évoqué, Marie, tu n'as sans doute pas entendu, mais j'ai évoqué le fait que dans le mitage agricole, on devait réintroduire de l'agriculture plutôt que d'attendre que ça soit uniquement lié à la spéculation foncière. Donc ça, oui, il faut remettre la ceinture de la région parisienne avant l'arrivée des engrais chimiques, était entièrement occupée pour produire le maraîchage qu'elle est dans les halles de Rungis pour être transformée. L'arrivée des engrais chimiques et le développement des marchés d'intérêt nationaux, à ne pas oublier, qui permet de faire arriver... Ça, c'est un outil mais ça encore, c'est Pompidou, je crois, qui a inventé les mines, quand on a démonté les halles, et donc qui permet, avec le marché d'intérêt national, de Rungis notamment, de faire arriver la marchandise de partout, par avion. Vous avez l'aéroport d'Orly à l'origine, hein. Vous avez le train, vous avez l'autoroute. Et donc, on fait arriver la marchandise de partout. Du coup, la ceinture parisienne, qui en plus s'urbanise, dit bah, de toute façon, nous, le marché local, on ne peut plus y aller, on ne peut pas accéder à Rungis, on n'a pas les moyens d'avoir suffisamment de volume à des prix intéressants pour arriver à Rungis. Du coup, on a liquidé toute l'agriculture périurbaine autour de Paris. Et là, il y a eu quelques velléités pendant 2-3 mandats pour essayer de redévelopper ça. Là, ça y est, c'est en train de repasser aux oubliettes après le dernier changement de majorité au Conseil régional, parce que la région parisienne va continuer d'être laissée à la spéculation foncière, et puis au lobby céréalier du bassin parisien qu'a voté Valérie Pécresse. Oh non, j'avais dit que je ne faisais pas de politique, merde. Oui. Oui, presque. Oui, c'est partout pareil, hein. Évreux, la zone Carrefour va doubler. Ils vont nous construire un gigantesque machin. Le maire s'est fait élire, on ne fera pas de politique, mais on va quand même dire qu'il s'est fait élire sur la revitalisation du centre-ville. Le résultat des courses, c'est qu'on double cette zone d'achalandage qui est entre Évreux et Guichainville, que de l'autre côté, sur Gravigny, Leclerc s'étend aussi, et que, en gros, le centre-ville est condamné à mort. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est non seulement la fin des paysans, la mort de l'agriculture, mais c'est la mort des villes. Oui. C'est-à-dire qu'on a des villes qui sont des fantômes. Alors, on fait maintenant des beaux pavés, tout ça, ça fait chic, mais c'est des villes mortes. Ah oui. Et c'est ça qui est la perspective. Hein. Voilà. Mais notamment parce que la terre agricole est une variable d'ajustement. Oui. Et si la terre avait... si on considérait que la terre est une denrée rare qu'on doit préserver, on arrêterait de faire des parkings monumentaux, parce que regardez quand même ces espaces à quoi ils servent, à loger des bagnoles, majoritairement, à faire les dessertes, les ronds-points et ainsi de suite. Enfin, c'est effrayant, et la France est championne notamment d'Europe, d'abord des grandes surfaces. Les Allemands sont moins friands de grandes surfaces. Ils ont une législation sur le changement d'usage des terres, avec une fiscalité qui est beaucoup plus pénalisante
que ce qu'il y a en France. Bruno Le Maire avait mis en place, donc dans la loi qu'il a fait voter, une taxe de 5% pour le changement d'usage des sols. Donc quand vous passez d'une terre qui vaut, allez, on va dire 5 000 € si c'est un peu cher, à une terre qui vaut 500 000 €, vous avez 5% de la taxe. Donc ça fait 25 000 € à payer. C'est pas très dissuasif quand même, hein. Ça fait encore une bonne plus-value. Hein, parce que c'est à peu près ça, hein, entre de la terre agricole et de la terre à bâtir, il y a un facteur 100 pour ainsi dire. Donc si vous prenez 5%, c'est quand même pas très incitatif. Voilà. Donc là encore, hein, la question est politique, quoi. Bien, ben, on te remercie. Hein? Et puis, ben, je vous donne rendez-vous donc au 13 janvier. Et en attendant, ben, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année, tout ça. Et d'aller vous ravitailler localement. Il y a un paysan boulanger sur le marché, il y a tout ce qu'il faut.